Je voudrais parler dans cette causerie du 11 septembre 2013, je voudrais parler d'un triptyque extrêmement important qui est celui du Soleil, de la Lune et de Saturne. Il y a beaucoup de confusion dans ce domaine et je pense que cette mise au point pourrait se révéler utile pour les élèves notamment de la Faculté libre d'astrologie de Paris qui suivent nos programmes en ligne. Le statut de la Lune, par exemple, pour commencer par la Lune, quel est-il? Est-elle féminine, est-elle masculine? Par certains côtés, il est évident qu'elle est masculine, puisqu'elle est l'élément, le facteur qui est le plus mobile, alors que les autres éléments sont relativement fixes, voire totalement fixes. Donc c'est elle qui crée le signal. Le signal, il est créé par l'arrivée en proximité du facteur qui complète, on pourrait parler du symbole, le symbole, c'est-à-dire deux facteurs qui se rejoignent, ça fait un symbole. Donc lorsque les parties du symbole féminine est rejointe par la partie du symbole masculine, on a un moment important, un signal important. Donc c'est l'élément masculin, l'élément rapide, qui déclenche le signal. Car l'élément féminin, il ne fait rien pour que les choses arrivent, elles ne dépendent pas de lui, puisque lui, il est là, et il faut que quelque chose d'autre survienne. En revanche, force est de constater que c'est le Soleil qui est lumineux, c'est le Soleil qui rayonne, c'est le Soleil qui réchauffe. Et par ce côté-là, en effet, le Soleil aurait une vocation centrale, peut-être pas au sens de la notion d'héliocentrisme qui est tardive, mais une notion centrale au niveau en tout cas du cycle des saisons, au cycle de la chaleur. Et également au niveau du cycle de la journée. Bien qu'on ait cru à une époque, notamment que la nuit était déclenchée par des émanations noires et le jour par des émanations blanches, mais il est évident que la nuit, c'est l'absence du soleil. Et là encore, il y a une nouvelle ambiguïté, puisque la Lune est perceptible notamment la nuit, et qu'on l'associe à la nuit. On dit l'astre des nuits, par opposition au Soleil qui est l'astre du jour. Donc là, cette notion nocturne de la Lune n'est pas forcément compatible avec la notion d'une Lune masculine, au sens du Mahabharata, qui voit dans les différentes étoiles et astérismes les différentes épouses de la Lune. Sans parler bien entendu des langues comme l'allemand qui mettent la Lune au masculin et le Soleil au féminin. Der Mond, die Sonne. Donc, on est assez embarrassé. Et puis alors, il vient Saturne. Et Saturne, lui aussi, il introduit une problématique parce qu'il a les mêmes chiffres, en quelque sorte, que la Lune. C'est le 28, et éventuellement, si on divise par 4, on a le 7 comme les 7 jours de la semaine, ou les 7 jours de la création. Donc il y a une affinité numérique entre la Lune et le Soleil, et la Lune et Saturne, et ça forme un triptyque, qu'on retrouve d'ailleurs dans le dispositif des domiciles et des exaltations, avec d'un côté, autour de l'axe solsticial, le Soleil et la Lune, en Cancer et en Lion, et à l'opposé, on a Saturne. Et de même, en exaltation, on a le Soleil et la Lune en Bélier-Taureau, et on a à l'opposé Saturne en Balance. Donc on a effectivement un triptyque important qui laisse assez perplexe. Parce que, quelque part, Saturne
est vraiment le pivot, la clé de voûte de l'astrologie. Le Soleil et la Lune ne constituent pas l'astrologie à proprement parler. On les connaît depuis une éternité, le Soleil et la Lune. Combien d'animaux, combien de végétaux les connaissent. Alors que Saturne est réservé à l'homme. Il n'y a que Saturne qui voit, il n'y a que l'homme qui voit Saturne. Qui le voit, en tout cas qui le voit en tant que Saturne, qui le voit en tant que planète, et non pas en tant que point lumineux dans le ciel. Donc, Saturne, c'est le cosmos vu par l'homme. Alors que le Soleil et la Lune, c'est le cosmos vu par la nature, par les animaux, les végétaux, peut-être même les minéraux. C'est pour ça que nous disons, en astrocyclologie, puisque c'est un cours d'astrocyclologie, disons que l'astrologie est d'abord sur Saturne. Et à ce propos, je voudrais rappeler les prologues de Ptolémée qui insistent bien sur le fait que l'astrologie doit être d'abord centrée sur les configurations générales avant d'aborder les cas particuliers. Et ça, c'est une leçon, c'est un principe qui a été fortement abandonné, si on peut dire, par les astrologues d'aujourd'hui, qui ne considèrent pas nécessaire de se référer à l'astrologie mondiale et à une sorte d'astrologie universelle, une astrologie collective, et qui immédiatement abordent la question du thème individuel. Ça, c'est une mauvaise méthode. Et on en arrive d'ailleurs à cette situation assez abracadabrante, une astrologie qui est extrêmement diserte et volubile concernant le thème natal, les cas particuliers, et qui n'est même plus capable de fournir des axes simples, des propos simples, fondamentaux sur le sujet. Et une astrologie qui sera claire commune à tout le monde. Il n'y a plus que des astrologies individuelles et particulières. Il est important qu'il y ait une astrologie aussi commune, parce que, en fin de compte, si on veut valider l'astrologie, ce n'est pas au niveau de l'astrologie particulière que ça pourra se faire, mais bien au niveau de l'astrologie collective, parce que ça permettrait justement de faire des statistiques. On ne peut pas faire des statistiques avec des cas particuliers. Donc l'émergence de Saturne, qu'on ne connaissait pas par exemple dans le récit de la création, le récit de la création de la Genèse, on nous parle des étoiles, on nous parle des luminaires, c'est-à-dire mais on ne parle pas des planètes, on ne parle pas de Saturne. Donc l'astrologie saturnienne est une astrologie qui est postérieure au schéma de la Genèse. Alors, nous avons parlé à plusieurs reprises des relations entre astronomie et astrologie. Il faut bien se mettre dans la tête que l'astrologie n'a pas d'obligation à rendre compte de tout ce qui se passe dans le ciel. C'est une sorte de postulat non dit qui voudrait que tout ce qui bouge dans le ciel doive, par le biais de l'astrologie, obtenir une fonction, une attribution, et que dès qu'il y a une nouvelle planète, il faut l'affecter quelque part. Ça, c'est complètement débile. Hein. L'astrologie, si ça se trouve, peut très bien se contenter de Saturne. Et le reste, ça peut être l'objet de différentes disciplines qui viennent compléter l'astrologie. L'astrologie n'est pas tout, elle ne s'occupe pas de tout, et elle n'a pas de ce fait à intégrer en vrac tout ce qui se passe dans le ciel, parce que c'est très utile. Ça peut être utile, ça peut servir pour la vocation, pour la mission globale de l'astrologie. On entre là dans une sorte de cercle vicieux. Le ciel est compliqué, donc on peut utiliser des choses compliquées. La vie est compliquée, donc on a besoin d'un ciel compliqué. Enfin bon, tout ça n'est pas très sérieux. L'astrologie s'est construite avec l'astronomie, certainement, à partir de l'astronomie probablement, mais ça ne signifie pas qu'elle est jamais, au départ en tout cas,
décidé que tout ce qui était dans le ciel à l'époque, encore moins maintenant, devait faire sens pour elle. C'est pour ça que ce triptyque Soleil, Lune, Saturne me paraît tout à fait sain, parce que justement, il limite le focus à ce qui pourrait être une sorte de troïka. Nous aurions une astrologie qui serait à la fois lunaire, solaire et saturnienne. Alors à ce propos, il y a des similitudes assez remarquables entre Saturne et le Soleil au niveau de l'utilisation astrologique actuelle. En effet, le Soleil passe à travers les 12 signes. C'est ce qui permet d'ailleurs de dire qu'on est né sous un certain signe. Il passe à travers les 12 signes et il n'apparaît pas comme Soleil dans ce cas-là. Il n'apparaît pas comme Soleil au sens de l'astrologie qui attribue au Soleil telle et telle fonction. Il est le vecteur par excellence qui désigne successivement les 12 signes. Et ce sont les 12 signes qui vont successivement apporter au Soleil des significations spécifiques et des impacts spécifiques. Donc le Soleil est défini en quelque sorte par sa rencontre avec les signes zodiacaux, et lui-même, ces 12 signes zodiacaux, comme on le sait, ils sont eux-mêmes fonction des rencontres entre le Soleil et la Lune, qui se produisent en gros 12 fois par an. Donc tout ça est déjà assez compliqué. Il semble bien que l'émergence du 12 en astrologie soit relativement tardive. D'après mes travaux sur l'histoire de l'astrologie, sur la genèse de la pensée astrologique, on a probablement eu d'abord une astrologie à base 4. D'ailleurs, Ptolémée dans le Tétrabible le dit largement, c'est pas les 4 tempéraments, les 4 angles. Et donc, la Lune elle-même introduit le 4, comme chacun sait, par ses rencontres au niveau du mois, cette fois-ci, avec le Soleil, avec des éléments spectaculaires au niveau du ciel, comme la nouvelle Lune, la pleine Lune, la demi-Lune. La Lune qui est, effectivement, d'ailleurs, d'après même cette dimension de croissance et de décroissance, a une dimension phallique assez flagrante, donc masculine. Et il semble que sur le modèle de la Lune, et éventuellement sur le modèle du Soleil avec les 4 saisons, on est 4 saisons d'ailleurs qui ne correspondent à aucune réalité astronomique. Hein, c'est une simple réalité météorologique qui est d'ailleurs liée apparemment, d'après ce qu'on sait, à l'inclinaison de l'axe des pôles et probablement au fait que la Lune soit devenue notre satellite et qu'il y ait eu un choc. Et le 4, à mon avis, est très important. Les 4 points cardinaux, les 4 angles pendant la journée, le lever, le coucher. À ce propos, d'ailleurs, sur les 4, il y en a toujours un qui est un petit peu plus faible. Sur les 4 angles, par exemple, il y a le lever, l'accumulation et le couchant. Et puis, il y a le nadir qu'on ne voit pas. C'est un non-événement. Donc, en fin de compte, le 4 est lié au 3, quelque part. C'est un 4 moins 1. Et ça va nous amener très loin, ça. C'est-à-dire qu'il y a, le nadir, c'est une sorte d'absence de visibilité. Alors que les 3 autres facteurs sont marqués par la visibilité assez spectaculaire, que ce soit le lever, le coucher ou l'accumulation. Donc le minuit est un moment d'absence, par l'opposition au midi. Donc le passage du 4 au 12 est problématique et tardif. Même l'origine des 12 signes de la typologie zodiacale
semble devoir être regardée, recherchée du côté des 4 tempéraments. La typologie zodiacale n'est jamais qu'une dérive, qu'une amplification de la doctrine des tempéraments. Et elle a d'ailleurs la même fonction, une fonction de description de structures psychiques constantes. Mais elle a le mérite d'être beaucoup plus claire que les 4 tempéraments. C'est quelque chose de beaucoup plus clair. S'il y a aux 4 humeurs, c'est un système qui est compréhensible, beaucoup moins lourd à penser, à se remémorer que les 12 signes. Donc, pourquoi l'astrologie, à un moment donné, s'est-elle chargée de se bouler les 12 signes? On voit chez Ptolémée, dans la Tétrabible, que, étrangement, il parle longuement des étoiles fixes, des constellations, et puis il dit, mais il faudrait quand même tenir compte aussi du cycle des saisons. C'est assez étonnant, parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose comme ça qu'on pourrait éventuellement aller voir, qu'est-ce qui se passe au niveau des saisons, mais pour l'astrologie fondamentalement, c'est pas très important. Or, le zodiaque, le symbolisme zodiacal, est une espèce de quelque chose, c'est quelque chose d'hybride. Parce que quelque part, il y a aussi le 4 dans le zodiaque, les 4 animaux tétramorphes, qu'on retrouve dans l'arcane, le monde du tarot, qu'on retrouve avec les 4 évangélistes, le lion, avec Ézéchiel, le lion, le taureau, l'homme et l'aigle. Et là encore, il semble qu'on a démultiplié en fin de compte. On a pris les 4 tempéraments et puis on les a démultipliés sous la forme de triplicité, comme on dit. Donc on a par exemple, prenons le cas du taureau, on l'a démultiplié et on a créé 2 autres pôles en trigone à 120 degrés, formant triangle donc, qui ont abouti à la Vierge et au Capricorne, mais enfin on peut faire ça pour chacun des signes fixes. Puisque les 4 signes fixes correspondent aux 4 éléments. Et donc là, voyez-vous, on a démultiplié. De même que pour la théorie des domiciles des planètes, on a essayé de relier quelque part, d'harmoniser quelque part les 7 planètes avec les 12 signes, en les dédoublant, plutôt que de rester sur un système avec exaltation et domicile, avec un seul signe par planète, dans les 2 cas. Il y a une sorte de tentative comme ça, plus ou moins heureuse, plus ou moins aboutie, de relier, de connecter le 4 avec le 12, le 7 avec le 12. Et ça semblerait que ça constitue une nouvelle astrologie, carrément. Et en ce qui concerne l'astrocyclologie, elle se situe avant cette astrologie du 12. Et donc l'astrologie du 12, quelle que soit sa forme, n'intéresse pas tellement l'astrocyclologie. Et on ne force donc pas, on ne demande donc pas. Et ça vaut aussi d'ailleurs entre parenthèses pour les maisons, mais c'est un autre problème encore. Donc, ce 4, il est matriciel en astrologie, d'où l'idée de découper, de diviser le cycle de Saturne de 28 ans en 4 temps de 7 ans. Alors là, on n'est plus du tout dans l'astronomie. Car une astronomie qui diviserait par 4, ce serait une astronomie qui serait justement imprégnée par le 4, par le cycle des saisons. Et c'est pas du tout sa raison d'être à l'astronomie, d'être imprégnée par le 4. Donc l'astrologie, c'est la rencontre de l'astronomie avec le 4. Le 4 qui, si on veut, comme dirait Ptolémée, est lié aux 4 saisons, qui est lié aux 4 moments de la journée, aux 4 angles. Mais l'astrologie, c'est une base 4. L'astrologie du 4, l'astrologie du carré.
Et ça, on ne va pas le trouver en astrologie. Si on prend le problème à l'envers, d'ailleurs, on peut aborder le problème d'astrologie par le 4 et par le 7. Si on prend le problème par le 7, on arrive au même résultat. Imaginons que vous ayez constaté que le cycle de 7 ans existait et que vous vouliez le relier aux planètes, au ciel. Comment feriez-vous? Il n'y a pas de cycle sidéral de 7 ans. On est donc bien obligé de diviser, en quelque sorte, un cycle de 28 ans en 4. Tout comme pour arriver à la semaine, on divise un cycle de 28 jours en 4. Et ça, cette division en 4, elle est totalement astrologique, elle n'est pas du tout astronomique. Sauf pour des astronomes qui seraient astrologues, en quelque sorte. À partir de ce moment-là, on comprend que l'astrologie se construit avec son propre rythme, avec ses propres structures, et qu'elle n'est pas, comme croirait quelqu'un comme Jean-Pierre Nicolas, qu'elle n'est pas simplement l'expression, le commentaire, une glose sur le système solaire dans son ensemble. Voilà. Et bien entendu, comme on sait, en astrocyclologie, on s'intéresse beaucoup aux étoiles fixes, et notamment aux 4 étoiles fixes royales, qui d'ailleurs, entre parenthèses, ont certainement intéressé les astrologues bien avant qu'il y ait des constellations. La mise en place de constellations vient ensuite, et d'ailleurs elle vient un peu compliquer les choses, puisque Fomalhaut, qui faisait partie des 4 étoiles fixes royales, ne se retrouve pas dans la constellation du Verseau, pour des raisons qui sont probablement liées à un découpage des constellations, mais à la constellation du Poisson austral. Mais ça vient après. Ça vient après. Donc, tous les 7 ans environ, Saturne se met en conjonction avec une des 4 étoiles fixes royales qui ont été choisies, d'ailleurs, il faut dire sur le sol, qui ont été choisies, mais qui ont été choisies, mais aussi qui correspondent à une réalité que les hommes n'ont pas inventée. Même si elle apparaît comme ça du point de vue géocentrique, néanmoins, ces 4 étoiles, grosso modo, constituent une espèce de croix ou une espèce de quadrilatère qui est absolument fondamentale pour l'astrologie. Donc ce qui est fondamental pour l'astrologie, c'est cette notion de ces 4 étoiles fixes. Et là encore, on est complètement en décalage par rapport à l'astronomie contemporaine qui ne connecte absolument pas les étoiles fixes avec le système solaire. C'est pour ça que j'ai récemment parlé d'une science, l'astrologie ferait partie des sciences de l'esprit. C'est-à-dire que c'est l'esprit humain, l'intelligence humaine, qui aurait inventé une sorte de cosmos qui lui serait propre, qui ne serait pas le cosmos objectif, qui ne serait pas le cosmos en soi, qui serait un cosmos totalement subjectif et totalement au service des sociétés humaines. Il y a un certain nombre de points qui, à mon avis, méritaient d'être clarifiés. Alors, l'astrologie nous engage dans notre réflexion, dans notre cogitation, parce que, effectivement, le cycle de Saturne a ce qu'on peut appeler un talon d'Achille. C'est-à-dire qu'il y a un moment, entre le moment où Saturne n'est plus tout à fait en conjonction avec une étoile fixe royale, et le moment où il va se rapprocher de cette conjonction, il y a un moment de flottement, dont on ne peut pas déterminer exactement la durée d'ailleurs. On pourrait dire que sur 7 ans, il y a peut-être 2 ans de flottement, par exemple. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une espèce au début, au contraire, quand Saturne se rapproche petit à petit, d'une des 4 étoiles fixes royales, il y a une espèce d'énergie qui monte, et quand il s'en sépare, cette énergie petit à petit décroît. Donc il y a déjà 2 temps qui sont un peu une montée et une descente, et puis il y a un temps intermédiaire que j'appelle le temps B, par opposition au temps A. Alors tout à l'heure on parlait du 4 avec un des 4 facteurs qui est plus ou moins, disons, éclipsé, plus ou moins invisible, dans le cas du nadir, dans le cas du fond du ciel.
on ne perçoit pas aussi bien que pour les trois autres facteurs. Donc on peut dire que quelque part, il y a, sur le cycle de Saturne, il y a un moment, un quart du cycle de Saturne qui correspond à un flottement. Ce que ça signifie que l'énergie cosmique, astrologique, n'est plus ce qu'elle était. Pour un certain temps, qui n'est évidemment pas très long. Et c'est ce qu'on appelle le temps B. Pendant le temps B, il peut se passer beaucoup de choses. C'est ce que les évangiles appelleraient le temps du diable. Lorsque le diable est déchaîné, désenchaîné, il a un certain temps pour sévir. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, on chiffre même ce temps du diable à peu près à 3 ans et demi, c'est-à-dire un demi-cycle de la moitié de 7 ans. Mais bon, c'est pas forcément la moitié, ça peut être effectivement le tiers ou le quart. Ce qui est important, c'est que l'astrologue soit capable de dire, à un moment donné, si on est en train de monter vers une conjonction, ou si on est en train de s'en séparer, de s'en éloigner. Et ça, c'est une information extrêmement précieuse. Ça permet de s'organiser sur un certain nombre d'années, de voir si on est dans une période de pénurie du fait de la décroissance de l'énergie, ou si on est au contraire une période d'abondance, ce qui nous fait penser aux vaches maigres et aux vaches grasses du songe de Pharaon interprété par Joseph, qui transpose en parlant de cette année d'abondance et cette année de disette. Bon, c'est une comparaison qu'on peut discuter, parce que ce n'est pas comme ça exactement que les choses se passent en astrocyclologie, puisque c'est pas 7 plus 7, mais c'est 3,5 plus 3,5, et après on recommence 3,5 plus 3,5, il n'y a pas division en 7. D'ailleurs, ça serait absurde, puisque si l'énergie est liée à la conjonction, on ne peut pas avoir un cycle de 7 ans qui soit celui de la richesse, un cycle de 7 ans qui soit celui de la pauvreté. La pauvreté, c'est au milieu du chemin, lorsque on est à égale distance, au mi-point, entre le point origine ancien et le point origine à venir. D'où d'ailleurs l'importance que qu'il y a dans la vie, à savoir notre avenir, c'est-à-dire de savoir si nous sommes en train de monter ou de descendre. Donc, il faudrait se débarrasser du 12 en astrologie. Le Soleil a pris la place, de certaine manière, de Saturne ici. C'est Saturne, c'est le Soleil qui dit qu'on est sous tel et tel signe. Donc il a un rapport avec les signes zodiacaux qui est du même ordre, quelque part, que le rapport de Saturne avec les étoiles fixes. C'est-à-dire qu'il passe sur des... D'autant plus que les signes zodiacaux renvoient quelque part aussi aux étoiles, en tout cas aux constellations. C'est un débat là-dessus. Mais les astronomes, on sait très bien que les astronomes ont nommé certaines amas d'étoiles constellations avec les mêmes noms que les 12 signes qui servent également pour ce calendrier solilunaire tropique. Et alors là aussi, on tombe sur des questions extrêmement compliquées, parce que la conjonction du Soleil et la Lune ne coïncide pas avec l'équinoxe de printemps ou le solstice d'été, ça ne correspond pas. D'où des calculs compliqués, par exemple pour la période de Pâques, où on doit tenir compte à la fois de configurations célestes, mais aussi du calendrier. Enfin bon, c'est une sorte de système hybride. De même que lorsqu'on dit que le Soleil entre dans un certain signe, alors que quand on dit Saturne entre dans une nouvelle phase, il entre en conjonction avec une étoile, donc ça se voit. En revanche, lorsque le Soleil, quand on dit que le Soleil entre dans un signe, c'est une image complètement abstraite, complètement virtuelle. Ça ne se voit pas. Mais le principe est à peu près le même, c'est-à-dire que le Soleil circule. À ce moment-là, c'est lui, à la différence de la Lune par rapport au Soleil, là le Soleil par rapport au zodiaque, c'est lui qui circule, et le zodiaque étant en quelque sorte fixe. Tout est relatif, évidemment, dans ce domaine-là. Mais on voit bien qu'il y a, dans cette dynamique du Soleil à travers les 12 signes, quelque chose qui est tout à fait comparable, analogue
avec le passage de Saturne à travers les étoiles, et notamment les 4 rencontres que Saturne fait au cours de ses 28 ans de cycle. La différence, c'est que le Soleil, lui, il rencontre les signes, mais c'est une rencontre qui est en quelque sorte, de nos jours, complètement mathématique et virtuelle et abstraite. Il n'y a même pas de conjonction, c'est même pas la Lune qui rencontre le Soleil pour faire le nouveau signe, c'est le Soleil qui rencontre le zodiaque. Alors, on sait très bien qu'évidemment le Soleil est à l'origine du processus saisonnier, quelque part, encore que bon, la Lune joue un certain rôle quelque part aussi. Enfin, le Soleil est à l'origine du phénomène saisonnier, mais de là à considérer que ça fasse sens que le Soleil passe d'un signe à l'autre, encore s'il passait sur les équinoxes et les solstices, pourquoi pas, mais qu'on divise son cycle en 12, ça fait beaucoup. 4 fois 3, ça renvoie d'ailleurs aux cardinaux fixes mutables. Donc, voyez-vous à quel point ce trio Soleil, Lune, Saturne est intéressant. Et en fin de compte, bon, la Lune et le Soleil, bon, quelque part en astropsychologie, on ne s'y intéresse pas beaucoup. C'est une sorte de proto-astrologie qui nous intéresse, c'est Saturne. En revanche, il y a un 4e partenaire que nous considérons avec beaucoup d'attention, qui sont, comme on l'a compris, les étoiles fixes royales. Donc ça, c'est le 4e acteur du système, qui est souvent d'ailleurs absent, justement, et il est absolument essentiel de le restituer sous le nom de firmament, si on veut. Et par conséquent, il y a une dialectique Saturne-firmament qui est dérivée de la dialectique Soleil-Lune, si on veut. Mais qui a l'avantage, un signe, d'être beaucoup plus lent, parce qu'on part de structures mensuelles, hebdomadaires, annuelles, avec le Soleil et la Lune, à des structures de l'ordre de 7 ans, ce qui est quand même une toute autre échelle. Et ce changement d'échelle est essentiel au sens presque darwinien, c'est-à-dire essentiel pour l'évolution de l'humanité, qu'elle ait des critères de mesure du temps d'une autre dimension, d'une autre amplitude que les critères solilunaires, y compris celui du calendrier d'ailleurs. C'est-à-dire pas pour rien que l'on élit des gens, en général, à la tête d'un État pour 4 ans, 5 ans, 7 ans, et pas pour 1 an, et encore moins pour quelques jours. Il n'y a qu'à l'Union européenne qu'on change de président tous les 6 mois. C'est le résultat d'ailleurs qu'on le sait. Donc, nous avons une progression de A vers B, de B vers A, qui est la tasse de thé, si on peut dire, de l'astrologue. C'est sa raison d'être, c'est ce qu'il doit étudier. Et il étudie d'autant plus facilement que il y a un seul système, c'est-à-dire qu'il y a un seul calendrier, et que les étoiles fixes sont toujours au même endroit, elles ne bougent plus, et que donc il n'y a que 4 points du ciel à considérer, et avec Saturne qui butine, qui pollinise ces 4 points, en passant en gros tous les 7 ans d'un point à un autre. Mais à mi-parcours, si on veut, pour simplifier, il y a une sorte de dépression, de baisse de régime, qui correspond à la phase A. On pourrait même dire, pour simplifier, que quand Saturne passe dans les signes cardinaux, il est en phase A, et quand il est dans les signes mutables et dans les signes fixes, il est dans la phase B, enfin la phase A. Quand il est dans les signes cardinaux, il est dans les signes B, et quand il est dans les signes fixes et mutables, il est dans la phase A. Mais c'est une esquisse très sommaire, bien entendu. Mais simplement pour mémoriser, encore que, comme vous le savez, ce système de 7 ans permet de pouvoir calculer en gros
les cycles sans avoir le nez dans les éphémérides ou dans les ordinateurs. À partir du moment où quelque chose a eu lieu à un certain moment, on peut considérer que 7 ans plus tôt ou 7 ans plus tard, des choses comparables peuvent avoir eu lieu, d'ailleurs aussi bien dans la vie de la personne que sur le plan mondial. À condition, je répète encore une fois, de ne pas décider, comme certains, d'un passage brutal d'une phase A à une phase B. C'est absolument pas vrai. C'est quelque chose qui est tout à fait progressif, qui est dans une sorte de continuité. Comme le jour qui progressivement se lève et qui progressivement décline, et puis après il y a la nuit qui elle-même va céder le pas au jour. Voilà, c'est dans cette espèce de progression qui est vrai aussi pour le cycle des saisons. Il ne faut pas brusquer les choses. Alors quand on voit des astrologues nous dire, voilà, Saturne était dans tel signe, et puis le tel jour, à telle heure, il est passé dans un autre signe, c'est pas du tout notre démarche, en aucune façon. Le processus cyclique, conjonctionnel, ne commence pas, bien évidemment, avec la conjonction. Moi j'aime bien la formule d'un signal pavlovien. Le chien qui est habitué à associer sa pâtée avec un certain signal, quand le signal commence à se manifester, quand il y a une esquisse du signal, le chien commence déjà à s'exciter. Et ça peut être bien avant que le signal ne se produise. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut une orbe importante. Et que la phase B, elle est finalement ponctuelle. C'est une espèce de purgatoire, c'est une espèce de moment comme ça, de transition, d'attente. Et pendant cette phase B, il peut se passer beaucoup de choses néanmoins. C'est un moment difficile, un moment de subversion possible. C'est le moment où le système astrologique peut être subverti. Et donc toute la hiérarchie sociale qui est sous-tendue par l'astrologie est menacée, est en péril. Et il ne faut pas se voiler la face, il y a des gens qui sont favorisés, bien entendu, par l'arrivée de la période B, qui les débarrasse d'une certaine façon d'un certain joug, d'une certaine domination par une élite. Et cette élite, elle est amenée à se retirer, elle se met en veilleuse, et par conséquent, elle laisse le champ libre, en quelque sorte, à des gens plus médiocres, plus insignifiants, mais qui font masse, qui se rassemblent, un peu comme dans Gulliver et les Lilliputiens. Des milliers de Lilliputiens peuvent tenir tête à un seul Gulliver, pendant un certain temps du moins. Donc, si vous voulez, la phase B, c'est un peu c'est l'histoire quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est un peu la disparition d'une toute petite élite, parce que finalement la phase A, c'est une phase qui est une phase de concentration, de convergence, comme l'indique la notion de conjonction. Et par conséquent, il n'y a pas besoin d'un grand nombre d'acteurs, puisqu'il peut y avoir qu'un petit nombre de centres. À la limite, il peut y avoir un seul, mais en général, le processus n'a pas le temps d'arriver à ce point-là de recentrage. Et donc, il y a des zones qui sont assez larges, une sorte d'empire, mais qui ne parviennent pas à l'universalité parce que, justement, il y a la phase B qui interfère à un moment donné et qui risque de compromettre durablement au point qu'on pourrait dire que la phase B conduit à une sorte de phénomène de Sisyphe, qu'il faut tout recommencer, tout reprendre, parce que et donc là il y a une espèce de processus de retour, éternel retour,
On monte, on descend, comme Sisyphe, cher à Albert Camus. Donc il y a une tension sociale dont l'astrologie, l'astropsychologie rend compte, est censée rendre compte. Une tension entre les petits et les grands, entre les médiocres et ceux qui se prétendent au-dessus de la mêlée. Et cette tension, elle est au cœur du discours de l'astrologie. Car la notion de cycle est au cœur de cette lutte des classes, de cette lutte des sexes éventuellement, de cette lutte des âges, de cette lutte des races, de cette lutte des cultures. Il y a un moment donné où la phase B est une opportunité pour ceux qui ont dû subir la phase A. C'est une revanche possible. On peut espérer, c'est les personnes qui appartiennent au monde du B peuvent espérer se substituer et évincer les gens du A et du O, on peut dire. C'est cet enjeu-là fondamental, cet enjeu social fondamental, existentiel, qui serait au cœur même de la pensée astrologique originelle. Alors on nous dira, oui, mais vous comprenez, c'est comme tout, il faut que les choses avancent, que les choses évoluent. Donc laissons l'astrologie se développer. L'astrologie d'hier, c'était pour hier, aujourd'hui c'est une autre astrologie, voilà. Pas trop se casser la tête à remonter le temps, est-ce que c'est possible? Non. Effectivement, on a ce genre de discours qui dit qu'au fond l'astrologie elle évolue, que c'est très bien comme ça, et qu'il faut la prendre, il faut l'accompagner dans son évolution, notamment avec les nouvelles planètes qui marquent aussi une sorte d'évolution, sans parler de l'ère du Verseau. Enfin bon, il y a beaucoup d'astrologues qui parlent de l'évolution de l'humanité, dont l'astrologie serait la partie prenante et à la fois dans laquelle elle serait impliquée. En astropsychologie, ce genre de propos ne nous intéresse pas beaucoup. On ne croit pas du tout à l'idée que le monde évolue, ou du moins s'il évolue, peut-être en effet, mais ça n'a rien à voir avec l'astrologie, et encore moins avec l'astropsychologie. Ce n'est pas une obligation d'avoir une vision linéaire de l'astrologie, mais il est un fait que cette notion d'irréversibilité dans le progrès de l'astrologie, dans l'évolution de l'astrologie, séduit beaucoup de monde. Parce que beaucoup de gens ne souhaitent pas revenir au passé. Ils diabolisent le passé. Ils considèrent le passé, par exemple, comment la condition des femmes dans le passé, etc. Les esclaves. Donc il y a dans le passé des choses, ou même l'émigration, on ne veut pas nous ramener au passé, on ne veut pas nous ramener aux origines. Donc toutes les théories qui diraient que les choses avancent et qu'on a passé un cap et que maintenant les choses sont nouvelles, etc., tout cela séduit beaucoup de monde, et notamment instrumentalise l'astrologie. On met l'astrologie au service de ce fantasme du progrès, et à mon avis, c'est tout à fait inapproprié. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, l'astrologie a elle-même instrumentalisé l'astronomie, elle en a fait ce qu'elle voulait, et maintenant c'est l'astrologie elle-même qui est instrumentalisée par des idéologies progressives, des idéologies de la fin des mondes, du monde, et par là on entendait justement la fin d'une certaine domination, d'un certain joug. Mais je dois reconnaître que je suis très peu enclin à favoriser ce genre d'instrumentalisation de l'astrologie, pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que si idéologiquement ça peut être intéressant de tenir ce genre de discours, en revanche sur le plan scientifique, je dirais, sur le plan de l'ancrage de la réalité astrologique dans nos gènes, dans notre ADN, je pense qu'il faut remonter très loin dans le temps. On connaît la théorie selon laquelle
nous sommes encore extrêmement tributaires de nos ancêtres, de ce que nos ancêtres mangeaient, de ce que nos ancêtres pensaient, et que ce qui a été rajouté par la suite ne nous impacte pas tant que ça. Et donc je crois que si on veut plaider la cause d'une astrologie scientifique, c'est-à-dire d'une astrologie qui serait véritablement partie prenante de notre héritage génétique, il faut tabler sur une astrologie extrêmement ancienne, simple de préférence, avec des facteurs de corporéité, de visibilité, avec le moins possible de subtilité, de mélange, de combinatoire. Et ce n'est que cette astrologie-là fondamentale, d'ailleurs Ptolémée l'avait bien compris, cette astrologie fondamentale, universelle, mais par universelle, il voulait dire non pas une astrologie qui est valable pour tout le monde et pour chacun, mais une astrologie qui est une et qui tient un discours unique sur le monde, et non pas un discours en miettes. Donc, suivons cette leçon de la Tétrabible qui nous incite à ne pas nous exciter sur ces astrologies individuelles qui, de toute façon, dérivent forcément quelque part vers une forme de mancie et de divination. Ce dont d'ailleurs il avait peur lui-même. Il mettait déjà en garde sur ceux qui parlent d'astrologie et qui, sous le terme d'astrologie, font autre chose. Alors, pour terminer cette causerie, une heure, justement, parlons un petit peu de cette dimension divinatoire de l'astrologie actuelle, qui est, à mon avis, liée également à ce cycle du A et du B. L'astrologie divinatoire est visiblement du domaine du B, c'est-à-dire elle veut privilégier les individualités sur un mode égalitaire, d'ailleurs. Donc, elle refuse l'idée de prince, de roi, de dictateur qui aurait toutes les rênes du pouvoir. Et donc, une astrologie centralisée, il préfère une astrologie décentralisée, décentrée, où chacun a une sorte de bâton de maréchal dans sa gipsière. Il y a tout à fait, il y a des discours complètement différents sur le plan socioculturel. Alors, le thème astral, c'est aussi une émanation, bien entendu, de l'astronomie, mais là encore, c'est une astronomie instrumentalisée, parce que qu'est-ce que ça peut faire en astronomie de regarder la carte du ciel à un moment donné. Le fait qu'il y ait différentes planètes qui sont d'ailleurs sur des plans différents, en quoi constitue-t-il un ensemble cohérent et interactif, on pourra en discuter. En revanche, si on se situe dans une démarche de mantique, on pourrait parler d'une génétiomancie, c'est-à-dire qu'on fait le thème natal. À la limite même, on peut faire même un thème plus ou moins fictif, enfin, on fait un thème natal, disons. Et ce thème natal, il ne va pas servir, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne va pas servir tant que cela à étudier la personne comment elle était à sa naissance. Ça n'intéresse personne. Avec le thème natal, on va étudier ce qui se passe chez cette personne maintenant. C'est pour ça que je parle de génétiomancie, parce qu'effectivement, on va étudier maintenant ce qui se passe avec un ciel qui peut avoir 20, 30 ans, 40 ans d'âge. Je sais qu'on va nous dire, oui, mais il y a les transits qui font que, etc. Oui, mais enfin, moi j'ai remarqué, j'ai suivi quand même pas mal de conférences, que le maniement des transits n'est pas du tout évident, ça bouge beaucoup, etc. Bon, ça va un peu dans tous les sens. Donc beaucoup d'astrologues préfèrent largement, et d'ailleurs c'est le cœur de l'enseignement astrologique, c'est l'interprétation du thème. Hein. Et puis ne parlons pas des directions qui également sont assez complexes, mais de toute façon qui dérivent du thème natal. Donc le thème natal et ses dérivations
sous forme de direction, de perfection, de progression, que n'avait pas d'ailleurs complètement abandonné Rudyard, par exemple. Donc, le thème natal ne sert pas à étudier ni la vie de la personne dans sa totalité, ni comment il était à la naissance. Elle permet de répondre aux questions présentes. Comment nous voyons les choses aujourd'hui, comment nous voyons notre propre passé aujourd'hui, comment nous voyons notre propre avenir aujourd'hui, mais le point de repère, c'est inévitablement le présent. Et on ne peut pas en sortir. Et quelque part, on pourrait préférer à la limite l'astrologie horaire. Mais justement, en phase B, on est dans une phase de pénurie. Il y a l'énergie qui s'est épuisée, donc par conséquent, on essaie de trouver des expédients. Alors le thème natal, c'est un expédient qui se substituerait en quelque sorte à l'étude réelle des astres et le suivi de cette étude qui implique des connaissances astronomiques assez remarquables. Bon, tout ça... parce que la phase A, c'est la phase de la pénurie. C'est la pénurie d'énergie, donc c'est là qu'on trouve des... Moi, je te parle beaucoup, par exemple, de nourriture. On trouve des topinambours quand il n'y a plus à manger de viande. On remplace ça par du pain avec des petits morceaux de lard dedans. Ou par des gâteaux avec quelques petits morceaux de fruits dedans, etc., etc., sans parler du couscous. Ça veut dire que il y a une floraison inouïe de trucage, de trafic comme ça, qui relève de la malbouffe quelque part, n'est-ce pas, du hamburger, qui est une sorte de mélange, on ne sait pas très bien comment c'est fait, qu'est-ce qu'on y a mis dedans, etc. Hamburger qui donne une impression d'unité, alors qu'en réalité, c'est des trucs complètement disparates qu'on réunit de façon compacte. Donc là, on est en plein dans le monde du B. Alors justement, il y a des gens qui sont qui sont attachés au monde du B parce que justement, ce monde du B, c'est celui où ils savent le mieux se mettre en valeur. Ils savent le mieux faire semblant. Ils savent le mieux fabriquer des choses qui ressemblent aux produits de référence. Donc les gens du B sont des gens qui sont une sorte de mimétisme plus ou moins astucieux par rapport au monde du A. C'est le monde du A qui est une sorte de paradis perdu. Et là on retrouve justement, c'est intéressant au niveau de la Genèse, cette idée de fuite, de départ du paradis, qui serait le passage du monde du A au monde du B, du monde de l'abondance au monde de la pénurie, qu'on retrouve, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le discours du Pharaon, dans le rêve du Pharaon. Et effectivement, on sait à quel point le public actuel des grandes messes, des grandes rencontres astrologiques, est à 95% constitué de femmes. Ce n'est pas un hasard, parce que les femmes représentent effectivement le monde du B, pour sorte de raisons. Et quand le monde du A commence à s'ébranler, à se dissoudre, à se morceler, à se démanteler, eh bien, on dit, voilà, maintenant, on entre dans un autre âge, même si ça va durer un an, on entre dans un autre âge, et à présent, il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes, entre le A et le B, tout est pareil, tout s'équivaut, c'est le nivellement par le bas. Mais malheureusement, ces moments comme ça de relâchement, de relâche, repos du guerrier, si on peut dire, ces moments sont relativement brefs, et tôt ou tard, on est obligé de reconnaître à nouveau au monde du A une certaine supériorité. D'ailleurs, cette notion de A et de B, on a l'impression que c'est un peu comme dans le film Elysium là, qui sort, entre le A qui est en bas et le haut. Enfin, de toute façon, cette notion de haut et de bas renvoie un peu à cette notion de A et de B, si on peut dire.
le bas, c'est le nadir, c'est-à-dire c'est le moment où tout est tombé et rien n'a commencé encore à se relever. Ça va peut-être se relever, bien sûr, mais on ne sait pas quand. Et justement, l'intérêt de l'astrologie, et aussi son problème, c'est qu'elle nous dit justement à quel point le B est limité dans le temps. Et c'est embêtant, parce qu'effectivement, on pourrait croire qu'on est dans le B, on y est une fois pour toutes. Et que c'est la fin du monde du A. Mais non, en fin de compte, malheureusement, c'est pas comme ça que les choses se passent. Et effectivement, l'astropsychologie nous dit à quel moment les choses vont reprendre, un nouveau cycle va recommencer, qui n'est pas, je répète encore une fois, déterminé par le moment où la conjonction se produit, mais bien avant, dès lors que Saturne se rapproche d'une étoile fixe qui est sur son chemin, de la même façon que la pleine lune est déjà engagée avec la demi-lune, tout comme le solstice d'été est déjà engagé par l'équinoxe de printemps, etc. Ce sont des phénomènes d'annonce qui se produisent, n'est-ce pas, dans tous les cas de figure. Alors effectivement, l'autre jour j'avais une discussion avec un des correspondants qui me disait est-ce que les cycles nous disent comment les choses, est-ce qu'au début les choses sont au maximum et à la fin sont au minimum, ou est-ce qu'au contraire elles sont au minimum au départ et à la fin elles sont au maximum? C'est vrai, les deux sont vrais. Il est clair qu'effectivement, au début on a une montée, on a un commencement, on a une esquisse de quelque chose qui prend forme, donc il y a une montée. Et puis ensuite, il y a une descente. Donc il y a un aboutissement quand Saturne accède, arrive, rejoint une des 4 étoiles fixes royales qui sont sur son chemin. Et puis après, progressivement, très progressivement, il y a un ralentissement, il y a une déperdition de cette énergie qui décline jusqu'à ce qu'on arrive à une sorte de temps mort, en quelque sorte, qui est le temps du B. Voilà, donc effectivement, je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc cette astrologie du 4, qui s'est démultipliée en une astrologie du 12, pourquoi s'est-elle démultipliée en astrologie du 12? Probablement, mais là on est dans les spéculations, mais enfin il y a quand même des probabilités, probablement parce que justement on voulait absolument intégrer en astrologie non seulement le cycle des saisons, ce qu'on pouvait faire avec le 4, mais aussi le cycle du calendrier soleil lunaire, avec les 12 rencontres soleil-lune. Et voilà, c'est une tentative c'est un emprunt, c'est un phénomène hybride. On a voulu recentrer l'astrologie sur le 12 et faire du 12 en quelque sorte le pivot même de l'astrologie. C'est-à-dire qu'il y a une espèce un changement de centrage qui est tout à fait remarquable. Parce qu'aujourd'hui, finalement, qu'on le veuille ou non, le zodiaque, c'est le centre de l'astrologie. C'est le centre de l'astrologie, c'est même le point de repère, parce que les planètes, elles vont dans tous les sens, mais au moins, on les saisit à travers leur passage dans le zodiaque, et là, elles se rencontrent dans le zodiaque, etc., etc. Bon. Mais je crois qu'il est temps de tourner la page, de dire adieu à cette astrologie zodiacale, parce que cette astrologie zodiacale, elle est extrêmement pernicieuse. Elle est pernicieuse, pourquoi? D'abord parce que, au fond, paradoxalement, elle a permis de sauver, et elle a été elle-même sauvée par les nouvelles planètes. Comme ces nouvelles planètes sont très lentes, une division en 4 d'un cycle de 248 ans, ça fait quand même plus de 100 ans par phase. Par contre, si vous divisez en 12, bon, ça devient quand même plus raisonnable. Donc, voyez, il y a des arrangements comme ça qui sont faits entre les nouvelles planètes d'un côté et le zodiaque de l'autre,
qui ne sont pas forcément très glorieux. Et surtout, moi, ce qui me gêne le plus dans cette histoire, c'est qu'effectivement, dire que le cycle d'une planète passe par 12 états successifs, alors là, c'est très laborieux comme système. Je préfère encore la description de certains travaux sur les cycles, où on parle du sextile, du carré, du trigone, de l'opposition. Là, c'est relativement simple. Mais alors, se payer 12 symboles qui sont de plus en plus, d'ailleurs, spécifiques l'un par rapport à l'autre. Hein, le monde du taureau, on n'a rien avec celui des gémeaux, etc. On veut dire que c'est une espèce de cloisonnement comme ça du symbolisme zodiacal qui est assez hallucinant et qui est très mauvais pour l'astrologie, parce que effectivement on perd le sens du continuum, on perd le sens de la progression avec des états extrêmement tranchés, ce qui ne devrait pas être le cas. On passe pas, le printemps n'est pas constitué de moments aussi nettement séparés, n'est-ce pas? Ça n'a pas d'intérêt. Cette symbolique du 12, d'ailleurs, au niveau des saisons, elle est totalement artificielle. On a simplement voulu, à un moment donné, attribuer trois représentations du printemps, 3 représentations de l'été, etc. Et puis on a choisi ce qu'on pouvait, hein, sans forcément qu'il y ait un nombre très précis dans ce sens-là. Simplement une volonté de relier les 4 saisons avec les 12 signes par tous les moyens possibles, avec tous les expédients possibles. Et ça, c'est pas très intéressant. Voilà, donc je vous laisse sur cette dernière réflexion et à la prochaine fois.